50 ans. Merci. Nous allons inverser. Je pense que Mme Vandelac est dans le stationnement en train de ramasser ses papiers. Alors, nous allons inverser avec André qui a accepté de passer immédiatement et lui se passer au deuxième temps avant de dîner. André m'a bien appris de vous dire qu'il est tellement touché et ému par la beauté de l'Assemblée et la beauté que là, il est profondément intimidé. Je pense qu'il y a une chose incroyable. Il va avoir de la misère à parler. André va avoir de la misère à parler. Je pense que j'ai pas besoin de le présenter. Ah oui, j'ai pas besoin de le présenter. Je lui laisse la parole immédiatement, cher André. Vas-y. Merci beaucoup. Ouais, il est trop loin. Allô? Bon, c'est bon. C'est beau. C'est beau. Tu veux-tu t'occuper de Louise quand elle va arriver, d'aller porter sa clé là-bas? Bonjour. Bonjour. C'est très, très agréable pour voir. Ouf! Commence mal. Je vais faire le suivi sur la plainte qu'on a faite le 22 février 2012. La présentation s'en vient. Vous avez entendu parler de différentes choses aujourd'hui. La plainte va consolider ces informations qui ont été véhiculées. Donc, voici la mission de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Donc, sa mission, c'est de prendre soin de la santé des Canadiens, grosso modo. OK? Ah, j'ai un piton ici. Donc, la plainte consistait à démontrer que la toxine BT traversait la barrière intestinale de l'aliment et se retrouvait dans la chaîne alimentaire. Une information quand même importante par rapport à la connaissance qu'on en avait des OGM. Ça ne traverse pas la barrière intestinale de l'animal, c'est détruit dans le tractus intestinal des animaux. Vous ne le retrouverez jamais dans la chaîne alimentaire. Faux. Et on a 14 études qui ont appuyé cette présentation de plainte-là. Et j'ai les résumés de ces 14 études-là ici. Et ça va être sur le site des Amis de la Terre, sur le portail des Amis de la Terre. Donc, l'objet de la plainte, c'était que l'homologation du maïs BT a été accordée sous de fausses assertions et n'est pas détruit dans la barrière intestinale. Les 14 études qu'on a présentées, c'était là pour ça. La réponse, Monsieur No, jamais une plainte n'a monté à un niveau aussi élevé. Il faudrait que je les ai agacés un petit peu. Le vice-président en politique et programme, Neil Bauer, me répond. Je reçois un téléphone de M. Travers 3 jours après que j'ai reçu la lettre de M. Bauer. Et il me demande comment vous avez eu la réponse de M. Bauer. Ben, je dis, c'est une mer de mots dans un désert d'idées, exactement comme les fonctionnaires ont fait auparavant. Et j'ai toute la communication que j'ai faite avec eux autres. Donc, c'est triste, mais on se fout de nos gueules complètement. Et l'examen présenté, une approche fondée sur le poids de la preuve. La science a maintenant un poids. Elle n'a pas de vérification, mais elle a un poids. Donc, plus j'ai des études qui démontrent que c'est sain et bon pour la santé, ben, moi, là, l'étude que tu me présentes, là, je pense qu'Einstein n'aurait pas développé sa théorie de la relativité s'il avait dit, ben là, écoute, avant ça, ils l'ont dit, fait que j'ai pas besoin de faire une autre recherche là-dedans. Donc, on a... J'ai mis la lettre, le verbatim exactement comme il est là. Une approche fondée sur le poids est appliquée au moment d'examiner l'information à partir de quelque source que ce soit sera considéré. On a lu vos études, on considère que ça n'a pas d'importance.
On amenait une preuve par l'étude d'Aziz Harris ici à Sherbrooke que ça traversait la barrière intestinale et la barrière placentaire et se retrouvait dans le sang des fœtus. Serait-il que le déni de l'évidence serait maintenant le lot de nos agences gouvernementales? On coupe. On a encore coupé 56 millions de dollars dans le budget de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. On a coupé 234 postes au dernier budget du gouvernement de Stéphane Lapeur. Je l'appelle Stéphane Lapeur parce que je trouve qu'il fait peur, ce gars-là. Donc, en septembre 2011, on a rencontré des informations demandées sur le maïs Max-Sax à la ministre de la Santé. Quelqu'un disait tantôt à qui on s'informe, à qui il faut faire. C'est qui va être responsable? Donc, à la ministre de la Santé sur la mise en marché du maïs Max-Sax. 8 transgènes, 6 transgènes qui produisent leur propre insecticide et 2 transgènes qui produisent une résistance à un herbicide, soit le Liberty Link et le Roundup. Comment avez-vous fait l'évaluation de la superposition des 8 transgènes? Donc, si j'en ai un transgène qui cause une allergie, je peux soupçonner que 2 transgènes ensemble, ils ne s'effaceront pas nécessairement, mais ils vont peut-être causer plus de tort, de dommages que de bénéfices. Et la réponse est, je vais essayer de le lire en anglais, pas trop d'accent. If the proponent does not note a novel characteristic resulting from the stack, changes in the stack characteristic in comparison to the approved parental line, notification is not required. Si la compagnie ne le dénote pas, c'est là que le bas blesse actuellement, ça repose entièrement sur les compagnies. Ça ne repose plus sur une évaluation sûre et certaine. À la page suivante, on peut voir un peu plus loin parce qu'on y a dit, est-ce que vous avez évalué sur la santé des humains? Health Canada expects. Et ce mot est important, ça n'a pas de maudit bon sens. On s'attend à ce que la compagnie ait fait la job. We expect that the breeders are conducting complete characterization of the variety to ensure that no intended effect exists, whether the crop is GM or not. On s'attend. Et ça, c'est une lettre signée par Madame, j'ai de la misère à prononcer, Léona. Jean, aide-moi. Adoukak. Adoukak. La lettre du 7 octobre 2009. Ça fait longtemps que je les harcèle un petit peu, là. On en a fait Ça fait 13 ans que je milite contre les OGM et j'en ai fait mon combat de fin de vie. Puis je pense que je vais être vieux. Pas de motivation, en tout cas. Si ma présentation est en rose, c'est pas pour rien. C'est parce que l'Agence canadienne d'inspection des aliments a tendance à mettre ses lunettes roses quand il est temps d'approuver les nouveaux transgènes qui rentrent sur le marché. Alors, c'est un peu suivi de la plainte qu'on a fait le 12 et vous voyez toute l'information nouvelle que l'on a, c'est extraordinaire. OK? Donc, on dit, ben là, nous autres, on a fait des études qu'on les garde. Et ils restent toujours cachés. Et pourtant, on donne un brevet pendant 20 ans. Donc, ce n'est pas le secret commercial qui est caché. Ce sont des études sur l'innocuité du produit. J'en suis convaincu. Merci beaucoup. On a un beau 5 minutes de questions ou de réactions pendant que Mme Vandelac installe sa présentation. Alors profitez-en, c'est le temps de harceler notre ami André. Oudette Sarrazin de Saint-Gabriel-de-Brandon, les Amis de la Terre de Brandon. C'est ça, c'est que tantôt, notre premier conférencier a parlé de son lin
qui voulait nous parler, puis moi, j'ai été piquée par la curiosité, puis j'avais besoin de savoir plus. Laurier, prends le. C'est ça. Rapidement. En passant, ce lin-là. Allez, on peut savoir les micros là-bas. Excusez. Cette boîte de lin, je peux la garantir sans OGM, parce qu'elle date de garantie peut-être 1960. Le lin qui est avec Difficile à trouver comme produit quand même. André évidemment, nous propose de faire un test de germination, ce qu'on va faire, voir si le lin est toujours sa capacité de germer. Ça, évidemment, c'est pour documenter notre dernière intervention. André, je vais te permettre de signaler l'expérience qu'on a vécue le 5 mars. Dont les résultats, je te l'ai communiqué hier, que la commission où on a siégé a donné l'aval à l'Agence canadienne d'inspection des aliments au sujet. Et lorsqu'on a présenté notre propos, on s'appuyait sur la contamination du lait qu'on a arrêté de commercialiser le lait OGM, je pense, en 2001. En 2009, l'Allemagne sortait des résultats de recherche, on retrouvait du lin contaminé par des OGM dans des produits transformés dans 34 pays en 2009. Donc, ça amène toute la problématique de la cohabitation. Canola. Première semence, 1996. Dernière accréditation biologique, 2002. En 2003, plus d'accréditation biologique parce qu'il est contaminé d'une mer à l'autre, de l'Atlantique au Pacifique, avec un transgène. Le lin. Laurier vous en a donné une idée tantôt. Et lorsqu'on a une contamination qui peut se faire de façon assez rapide, comme ça, aucune cohabitation peut être tolérable. Parce que la science peut nous amener un peu plus loin et de perdre notre autonomie sur nos semences. Comment peut-on être pour la souveraineté alimentaire et permettre à des gens qui vont breveter des semences qu'on va avoir réutilisées? C'est qui le cœur, là? C'est un peu ça que je me dis, voilà. Okay? Il y a des situations qui sont incontrôlables et incontrôlées. Et on est en train de se faire avoir. Aujourd'hui, c'est extraordinaire de vous voir tous présents. Je vous en remercie grandement. C'est un défi qu'on avait parce que la plainte n'aboutissait pas nulle part. Il fallait rendre cette information-là publique et on ne peut pas trouver meilleur public que vous pour le faire. Une dernière fois, merci beaucoup. Merci beaucoup, André. Alors, après qu'ils aient fini leurs effusions et leurs présentations, mais je pense que Louise, on t'attendait tous beaucoup, c'est pour ça que ça nous fait énormément plaisir de te revoir. Pendant qu'elle s'installe, je vais. André, veux-tu l'aider peut-être après ton foulard? Je ne suis pas sûr que ça va bien aller. Ouais? Tu as mis le micro? OK. Alors, René, si tu veux libérer le micro à ma droite. Je présente. Alors, c'est une complexité incroyable. Enfin, quelque chose d'assez. Le pointeur. Avant. Arrière. Merci. Alors, je vous présente Louise Van Lac. On aurait pour une demi-heure, fait que je vais lire le petit texte de 5 lignes que tu m'as donné. L'auteur des films La main basse sur les gènes et l'art de se faire cloner. Si vous n'avez pas vu, déniaisez-vous, ça va à peine. Elle est professeure titulaire de l'Institut d'environnement de l'Université du Québec à Montréal. Madame Van Lac était également chercheur au Centre d'études des interactions entre la santé et l'environnement, Symbiose. Un organisme qui collabore notamment avec l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation panaméricaine de la santé. Elle passe au-dessus du gouvernement parce que ça, OK. Elle est également professeure associée au département de médecine sociale et préventive de l'Université de Montréal. Elle vous parle, oui, imaginez-vous. Tout le reste, ça serait trop loin à dire, Louise. Et donc, elle va nous parler des dérives sociales des OGM agroalimentaires. Merci, Louise. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de revoir des gens que j'ai connus dans le secteur de l'eau. Et puis, évidemment, André, qui est
quelqu'un qui m'est particulièrement cher parce que c'est sans doute un de ceux qui a eu le plus de, je dirais, de cohérence dans le dossier des OGM, qu'il a suivi de façon absolument magistrale depuis une dizaine d'années. Et comme vous le savez, puis comme en témoigne cette salle, c'est un mobilisateur rare. Donc, c'est quelqu'un de tout à fait exceptionnel, alors c'est un plaisir d'être là. Et je m'excuse pour mon retard, c'est juste que je fais 3 vies en même temps. C'est pas une figure de style. Quand on va parler des enjeux sociaux, en fait, évidemment, on peut parler de tout et on peut en parler pendant des heures et des heures. Donc, j'ai tenté de cibler surtout les enjeux socio-économiques en essayant de mettre en évidence ce qui constitue les principales caractéristiques actuelles des OGM, ce qui peut nous permettre de mieux comprendre comment intervenir pour modifier cet état de choses, d'une part, et comment également ce dossier des OGM est en train d'ouvrir sur d'autres générations de produits, notamment sur les nanotechnologies sur lesquelles on a plusieurs projets de recherche actuellement. Mais j'y passerai très très rapidement. Je tenterai de clore surtout sur le dossier du Roundup, qui est quand même une des raisons d'être des OGM, qui est évidemment actuellement un des problèmes majeurs, puisqu'on sait désormais que c'est un perturbateur endocrinien. Je vous dirai en 3 mots pourquoi c'est un dossier extrêmement important en termes de santé publique. Et vous savez, il est tout à fait éloquent que 50 ans après le Printemps silencieux de Rachel Carson, qui a été publié en 1962 et qui a donné le coup d'envoi du mouvement écologiste mondial, que les travaux qui ont été produits cet automne par toute l'équipe de Sierra Leone aient permis d'introduire un questionnement de fond sur non seulement le dossier des pesticides, mais plus particulièrement sur certains d'entre eux qui jouent un rôle clé dans la diffusion des OGM. Donc, je pense que c'est la relance d'un autre mouvement où les questions de santé et les questions d'environnement sont étroitement liées, de même que les questions de démocratie. Et ça, c'est tout à fait nouveau et on voit une convergence de ces mouvements. On pourra en parler à la période de questions. Très rapidement, ce qu'on observe dans le domaine des OGM, c'est une concentration croissante, une concentration des caractéristiques, des types de cultures, des pays, de l'appropriation des terres, des possessions de ces multinationales du Gene Giant, des semences, de l'agrochimie, de la recherche et développement. Et il est important de savoir que le secteur de l'agroalimentaire actuellement au plan mondial est plus important que tout le secteur de l'énergie, ce qu'on oublie très souvent. Rapidement, il y a un monde entre, d'une part, l'état de la recherche, et ça c'est encore une illustration relativement vieille, ça a évolué depuis. Sauf que autour des années 2000, on avait l'impression que c'était un développement absolument inouï qui irait dans tous les secteurs. Et effectivement, tous ces éléments ont mis à travailler, et je pense particulièrement au Québec. On a travaillé sur la chèvre Alexia à Montréal. On a travaillé depuis 10 ans sur le cochon transgénique, bonjour Pierre, sur le porc transgénique hypophosphorique. Je vais être sérieuse. Comme vous le savez, il y a des débats actuellement, mais en fait depuis 13 ans, sur l'introduction du saumon transgénique. On a publié justement avec Sierra Leone sur le saumon transgénique. Il y a au Québec des expériences qui sont faites sur le peuplier notamment, mais dans les faits, quand on regarde ce qui se passe, bien que les cultures OGM entre 1996 et 2012 aient été multipliées par 100 au niveau des surfaces, c'est-à-dire que c'est passé de 1,7 million d'hectares à 170 millions d'hectares, néanmoins, c'est concentré essentiellement dans 5 pays et sur 4 plantes. Le soja,
d'abord et avant tout, le maïs ensuite, un peu de coton et un peu de canola, concentré entre autres au Canada. Les 5 pays, on voit l'évolution à droite au niveau des pays. Ça a été une évolution croissante du côté des États-Unis. Le deuxième pays, c'est l'Argentine, ensuite le Brésil, un peu l'Inde, le Canada. En fait, d'une année à l'autre, les choses varient légèrement. Mais si vous allez sur le site de l'ISAA, qui est le site sur lequel on peut retrouver l'ensemble des données, et c'est un site de promotion des OGM, c'est important de le savoir parce que la façon même dont ces données-là sont présentées font en sorte qu'on est constamment mystifié. Il faut vraiment faire un travail de déconstruction de ces données pour bien comprendre ce que c'est. Quand on regarde les principales cultures, on voit que ce sont des cultures qui tolèrent un herbicide, qui produisent leur propre insecticide ou qui font les deux, dans 22% des cas. Plus exactement, on voit ici l'évolution entre 2001 et 2012. C'était déjà 97% au niveau des plantes, du soja, du maïs, du coton et du canola. En 2012, c'est 99%. Soja, maïs, coton et canola. En fait, le tabac a été largement abandonné, de même que la pomme de terre. Il faut voir que la façon dont les industriels réagissent par rapport à ces dossiers, dans le cas de la pomme de terre, entre autres, il est vrai que McCain a stoppé assez rapidement la pomme de terre transgénique. On a vu en Angleterre une remise en question des OGM, notamment par l'ensemble des chaînes de distribution, comme Wimpy. En France, les réseaux comme Carrefour ont joué un rôle également important dans la mesure où, selon la législation des pays et selon le niveau de responsabilité que les firmes doivent assumer par rapport à ce qu'ils vendent, il peut y avoir un incitatif plus ou moins grand à faire extrêmement attention ou du moins à demander qu'il y ait des travaux de recherche pour leur permettre de s'assurer qu'il n'y aura pas de problème. Ça vient de sauter. Bon, écoutez, dans le monde, c'est du soja et du maïs. Du côté du Québec, ce qu'on a inclus, je ne sais pas pourquoi, c'est dans les transferts de... C'était très beau il y a 5 minutes. Je vais regarder. Au Québec, ce qui est important de savoir, c'est que c'est du maïs grain pour 45% et du soja pour 37%. Dans le monde, je peux vous le dire de mémoire, c'est du soja. Ça veut dire que le soja génétiquement modifié représente maintenant près de 75%. Au Québec, le maïs représente 45% du maïs grain et le tiers du soja. En fait, cette concentration-là, on le voit également dans le secteur des semences. Il y a une dizaine d'années, il y avait plus de 800 compagnies de semences. Or, actuellement, selon un tout récent rapport de ETC Group, les 6 multinationales qu'on appelle les Gene Giants contrôlent non seulement les priorités, la recherche et le développement de l'agriculture dans le monde, mais ces compagnies, à savoir Syngenta, Bayer, BASF, Dow, Monsanto et DuPont, contrôlent 60% du commerce des semences, en fait c'est 59,8%, 76% de l'agrochimie et 76% de la recherche et développement privé dans ces deux secteurs. Je pense qu'il est tout à fait incroyable qu'il n'y ait pas davantage de préoccupation de la part des pouvoirs publics actuellement sur le fait que toute une partie de la recherche publique en agriculture ait été progressivement privatisée. C'est un enjeu absolument majeur, puisque ce dont il est question, c'est une question de sécurité alimentaire à l'échelle de la planète. Jamais on a laissé quelques firmes contrôler plus de la moitié des semences mondiales. Voilà. Et ce que vous voyez, je m'excuse, ce que vous voyez là, c'est un dessin qui permet de voir comment il y a eu des effets de concentration, quelles sont les compagnies qui ont été achetées au fur et à mesure. En fait, le marché de l'alimentation, je vous le disais à l'instant, dépasse celui de l'énergie. Et si on ajoute les fertilisants, les pesticides, les semences, la transformation, c'est un marché global en 2009 de 8,755 trillions américains, comparé à 700 trillions pour l'énergie. Je pense que ce sont des données qui éclairent très largement l'importance des enjeux d'un domaine semblable. On voit également que
les effets de concentration sont particulièrement concentrés au niveau de ce qu'on appelle les 10, le top 10, hein, c'est-à-dire les 10 firmes les plus importantes du secteur. Et on voit qu'au niveau des 10 firmes, c'est 73% d'isolance, 89% de l'agrochimie, 76% du secteur pharmaceutique animal, 62% des biotechnologies. En fait, la question qui mérite d'être posée, c'est qu'on a des législations qui tentent d'éviter dans un certain nombre de pays qu'il y ait de trop forts effets de concentration. Je pense que ces enjeux-là méritent d'être posés avant que l'emprise soit totale sur l'ensemble du secteur. On assiste également à une appropriation mondiale des terres. Là aussi, effet de concentration, toujours tiré de ETC Group. On voit ici les principales régions du monde où on a vu une appropriation importante des terres au cours des dernières années. Dans le cas du Québec, je ne sais pas si on a un registre des terres et de ce passage vers d'autres intérêts. Chose certaine, c'est que depuis plusieurs années déjà du côté de l'OCDE, on s'interroge sur ce qu'on appelle la biomasse. La biomasse signifie que les enjeux, c'est de l'appropriation de la terre pour toutes sortes de productions, biocarburants, production de pharmaculture, production à toutes sortes, pour toutes sortes d'intérêts. Or, quand on envisage le monde comme de la biomasse, on est peu attentif à la dynamique des régions, peu attentif à la dynamique culturelle, peu attentif aux enjeux de la ruralité. Et ça, je pense que c'est assez redoutable. En fait, à l'accaparement des territoires, des ressources et des populations par les conquêtes et les guerres, hein, c'est une partie de l'histoire de l'humanité, et par l'économie du commerce au cours des dernières décennies, on assiste actuellement à l'érosion accélérée de la biodiversité, hein, plus des 2/3 des écosystèmes qui sont gravement menacés dans leur capacité même de régénération. On assiste à une érosion de la diversité sociale et culturelle des milieux et s'ajoute actuellement la réduction des terres à de la biomasse et l'appropriation technoscientifique brevetée du vivant, des capacités de régénération et des composantes génétiques de la planète. Donc, ça permet de voir que le dossier des OGM s'inscrit dans un projet beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Parmi les questions sur lesquelles on a travaillé au cours des dernières années, il y a celle des végétaux et des animaux transgéniques. Vous voyez à droite le saumon qu'on risque de ne plus voir avec un ours, qu'on risque de ne plus voir si on diffuse très massivement le saumon transgénique, qui, bien qu'il soit théoriquement stérile, on sait fort bien qu'il y a toujours des échappées de saumon et que les risques de contamination de tout le stock de saumon demeurent importants. C'est une des raisons qui fait en sorte que ça a été considérablement ralenti comme processus d'homologation depuis déjà plus d'une douzaine d'années. Évidemment, le secteur de la recherche, on voit les souris, est un secteur tout à fait important. Le secteur du porc transgénique phosphorique qui a été abandonné au Canada parce que ce porc transgénique, ils ont fini par constater qu'au plan commercial, ce n'était pas rentable. On avait écrit ça il y a des années, mais bon, ils n'ont pas dû nous lire. On voit un lapin phosphorescent et des porcs phosphorescents qu'on appelle les green pigs. C'est essentiellement pour l'amusement. Hein, c'est vraiment pour la recherche. Même chose pour les petits poissons, avec des risques évidemment d'échapper si jamais ces petits poissons qui sont vendus se retrouvent dans des rivières. Juste une seconde. Donc, on s'en sert pour l'alimentation, pour la biomasse. On peut s'en servir évidemment comme matériel de laboratoire, c'est important. Comme bioréacteur pour l'industrie, les pharmacultures, vous savez, le Canada et les États-Unis sont des lieux où on a développé beaucoup les pharmacultures, c'est-à-dire des cultures en plein champ pour des composés pharmaceutiques. Or,
Dans certains cas, je pense que c'est éminemment discutable quand on développe, par exemple, des spermicides en plein champ. Je pense qu'il faut redouter ce genre d'expérimentation. Pour l'instant, il y a peu d'encadrement, il y a des expérimentations qui se font. L'avantage pour l'industrie, c'est essentiellement une réduction des coûts. Hein. De la même façon, on a utilisé des animaux comme bioréacteurs de façon à réduire les coûts. Très rapidement, il me reste quoi, 15 minutes? 10? Oh non. Ah oui? Oh oui. Génial. On savait que tu avais de la verve. Dans le secteur nano-alimentaire, parce que ce qui s'en vient au cours des prochaines années, c'est vraiment des interventions massives du secteur nano-alimentaire. Et on retrouve des nanos dans tous les volets, c'est-à-dire au niveau de la production agricole, au niveau du processus, c'est-à-dire des procédés de transformation, de distribution, notamment au niveau des emballages et de la consommation. Les principaux acteurs, vous ne serez pas étonnés de retrouver évidemment de grandes firmes comme Bayer, Cargill, DuPont, une fois de plus, GlaxoSmithKline, Nestlé, etc. Syngenta, une fois de plus. Ces données datent de 2008, parce que vous savez, quand on fait de la recherche dans ce secteur-là, il faut toujours être très attentif par rapport au site Internet. Et quand on voit une information, je dis toujours à mes étudiants, on photographie, hein, on prend un cliché, parce que les informations disparaissent très très rapidement. Et ça fait en sorte qu'on a de la difficulté à avoir une mémoire des événements. Donc, il est important de pouvoir conserver ces données. Actuellement, la plupart des compagnies ont enlevé de leur site le fait qu'ils soient impliqués du côté des nanotechnologies. Alors, on ne peut pas savoir, à moins de faire vraiment un travail d'enquête, si elles le sont encore ou pas. Et il est vrai que, bien que les gouvernements investissent très, très massivement dans un secteur comme celui des nanotechnologies, qui peuvent avoir des applications tout à fait intéressantes dans certains domaines, dans le domaine de l'alimentation, nous croyons pour notre part que c'est véritablement un talon d'Achille et que c'est un talon d'Achille qui risque de compromettre des usages qui pourraient être plus intéressants du côté, par exemple, des panneaux solaires, de d'autres d'utilisation. Comment en est-on arrivé là? C'est-à-dire à imposer les OGM sur des territoires entiers, à faire en sorte qu'il y ait une telle concentration dans le secteur agroalimentaire. Et il faut bien voir que les plantes qu'on a cultivées, c'est-à-dire le soja et le maïs, hein, qui constituent vraiment l'essentiel des OGM, ce sont des plantes qui servent d'abord et avant tout à nourrir les bestiaux des pays riches, et ce sont des plantes qui servent à l'industrie agroalimentaire, et plus particulièrement au sirop de maïs aux États-Unis, et aux huiles de soja qui entrent dans la composition de l'industrie agroalimentaire. Or, on peut aussi se poser des questions sur de telles concentrations. Pourquoi donc en est-on arrivé là? D'abord et avant tout parce que ces questions ont été posées non pas en termes de sécurité alimentaire, non pas en termes de santé, ni en termes d'environnement, mais bien en termes de croissance. Or, la croissance infinie sur une planète qui est parfaitement finie et dont les ressources s'épuisent rapidement est un concept qui, dans les rangs des économistes, partout, commence à être de plus en plus sérieusement remis en question. C'est aussi le secret industriel. Vous savez, si on voulait avoir un développement véritablement durable, il faudrait pouvoir, dans un certain nombre de cas, remettre en question cet a priori absolu du secret industriel pour faire en sorte qu'il y ait au moins contre-expertise. Là, pour l'instant, ça fait en sorte qu'on est littéralement dans une boîte noire. C'est le phénomène des portes tournantes, c'est-à-dire du passage des leaders de l'industrie dans les rangs des grandes instances et des grandes agences de réglementation. C'est des dispositifs d'évaluation incohérents et insuffisants. Le premier, c'est le GRAS,
qui est le Generally Recognized as Safe. Or, Generally Recognized as Safe, c'est un postulat économique. Ça n'a rien de scientifique de postuler a priori que ça va être sécuritaire, surtout quand il s'agit de produits qui sont suffisamment différents pour être brevetés, mais pas suffisamment différents pour faire l'objet d'analyses approfondies. Même chose avec l'équivalence en substance qui, dès 2001 au Canada, par la Société royale du Canada, a été remis en question comme pivot de la réglementation. C'est le seul groupe qui ait fait une évaluation scientifique indépendante de nos dispositifs. Ça n'a rien changé depuis. Absence d'évaluation sociale, et ce qu'on appelle l'évaluation sociale, c'est la possibilité notamment de s'interroger sur la pertinence le bien fondé, la pertinence sociale, les impacts directs et indirects de ce qu'on introduit dans l'environnement. Bon nombre de sociétés avaient mis en place des dispositifs d'évaluation globale, scientifique et sociale dès les années 80. Aux États-Unis, on avait l'Office of Technology Assessment. Il y avait un dispositif semblable du côté de l'Europe. En France, actuellement, il y a des commissions parlementaires sur les choix technologiques. Ça nous manque au Québec et au Canada, ce genre de dispositif d'évaluation. Absence de recherche, de contre-évaluation indépendante et de débats contradictoires. Par ailleurs, le Roundup est un facteur clé, mais aussi un talon d'Achille, et on va examiner rapidement les ripostes. Concernant les portes tournantes qui tournent toujours, c'est un exemple ici de certains un General Counsel of the United States Department of Agriculture qui se retrouve chez DuPont. Et ce genre de porte tournante, on en a toute une série. Ici, c'est entre Monsanto et le gouvernement fédéral. Dans le film de Marie-Monique Robin, il y a une entrevue avec Michael Taylor, entre autres, et elle parle de Mickey Cantor et bon nombre de ses personnages. C'est intéressant surtout... Oui, parfait, 5 minutes. C'est intéressant surtout dans la période actuelle que nous vivons au Québec, n'est-ce pas? Hop! C'est pas vrai. C'est pas... Bon, je m'excuse, il y en a une autre qui a sauté. Écoutez, c'est parce que d'une génération à l'autre, quand on travaille sur des... Ça saute. Voilà. Alors, je vous ai parlé du rôle clé du Roundup et des autres OGM pesticides. Le Roundup est majeur. C'est qu'en fait, avec le Roundup, il faut savoir que cet herbicide qui est le plus vendu au monde, les brevets arrivent à échéance en 2000 aux États-Unis, en 2001 au Canada. Et l'introduction des OGM Roundup Ready, c'est-à-dire qui exigent l'utilisation de Roundup, faisait en sorte qu'on protégeait le marché du Roundup, on élargissait la part du marché grâce à l'introduction des OGM, on imposait largement les OGM dans le monde, on profitait des investissements publics et des capitaux de risque consacrés à la biotechnologie de l'économie du savoir. Ça permettait de dominer le marché mondial des OGM, et c'est effectivement le cas avec Monsanto, tout en prétendant paradoxalement que ces plantes pesticides ne mourraient pas en présence massive de Roundup et permettraient de réduire l'usage des pesticides. Là, on va passer très rapidement, je m'excuse, mais en fait, il faut savoir que c'est faux. Ça ne permet pas de réduire à moyen et à long terme l'usage des pesticides. Il y a un effet, dans certains cas, pour 1 an ou 2, mais pas par la suite. En fait, c'est un coup de maître, parce que les OGM Roundup Ready, ne mourant pas en présence massive d'herbicides Roundup, ont permis de substituer aux droits de propriété intellectuelle sur le Roundup les droits de propriété intellectuelle sur les semences OGM, s'assurant ainsi d'une quintuple protection, c'est-à-dire une protection juridique sur les semences, policières, puisqu'on a recours à des policiers, à des inspecteurs et à des délateurs. C'est un système très bien organisé. C'est largement documenté dans bon nombre de films et d'enquêtes judiciaires, puisqu'on a recours aux tribunaux, y compris en cas de contamination. On connaît tous le cas de Spursy Pfizer. Protection biotechnologique, puisque
les OGM Roundup Ready exigent du Roundup, donc protection des marchés, biotechnologie. Pendant plusieurs années, il y avait volonté d'imposer des technologies à usage restrictif, ce qu'on appelait les GERDS, pour empêcher la plante de se reproduire ou de reproduire une caractéristique. On va passer. Sur l'utilisation des pesticides, il y a eu une étude de Benbrook en 2004 qui démontre très clairement qu'il n'y a pas véritablement de réduction. Dans le cas du Québec, par ailleurs, il y a augmentation globale des pesticides. Les raisons, vous les connaissez, c'est parce que l'utilisation d'un seul herbicide pour protéger les adventistes sur des millions d'acres de culture provoque un changement dans les communautés d'adventistes, puis une résistance accrue à l'herbicide. Je vous montre l'exemple de l'amarante. Il y a des territoires entiers actuellement aux États-Unis qui ne peuvent plus être cultivés à cause de l'invasion de l'amarante. C'est un véritable problème. Ça s'explique notamment par le fait que chaque plante produit en moyenne 12 000 graines par an et qu'elles peuvent rester en état de vie suspendu de 20 à 30 ans. Donc, c'est des problèmes de contamination génétique absolument majeurs auxquels on assiste. Pour le Roundup et l'environnement, je vais vous passer en rafale ces éléments-là, simplement pour vous dire qu'il y a dégradation de présence dans les sols, on a vu du glyphosate dans les cours d'eau, on sait que ça peut avoir un effet pour l'augmentation des pathogènes. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur le Roundup et les amphibiens, montrant des effets très nocifs. À partir de 2005, des études sur le dérèglement du cycle cellulaire. En fait, la littérature est très très vaste. Je ne vous passerai pas tout ça, ne craignez pas. Mais je vous dirai tout de suite l'essentiel en terminant, si je le peux. Je vais demander 3 minutes de grâce. C'est qu'en fait, jusqu'à présent, on a analysé ce qu'on appelle le principe actif, à savoir le glyphosate. Or, les dernières études qui viennent d'être faites, je dirais depuis 5 ou 6 ans, mettre en évidence ce qu'on avait commencé à percevoir en 85-86 déjà au niveau de plusieurs chercheurs, à savoir que ce n'est pas nécessairement le glyphosate qui est problématique, mais c'est les adjuvants, c'est-à-dire l'ensemble des autres produits qui assurent une pénétration dans la plante. Or, on constate, et ça c'est un tout dernier article qui est sorti la semaine dernière de l'équipe de Ciramini, que le PO15 est beaucoup plus nocif que le glyphosate. Plusieurs études qui ont été faites par le professeur Bellé montrent même que, en fait, le glyphosate tout seul n'a pas véritablement d'impact si grave. C'est l'ensemble des adjuvants. Or, ce qui est compliqué, c'est que, par exemple, en France, il y a au moins une quarantaine, une cinquantaine de formulations commerciales différentes. Or, les dispositifs réglementaires, jusqu'à présent, font un travail d'analyse qui porte sur les principes actifs et non pas sur les formulations commerciales. Or, j'avais été tout à fait étonnée il y a quelques années, c'était un moment où j'étais justement au Trigène à Caen, et il y avait une étude en cours sur des cellules de foie et de rein d'un petit garçon qui était décédé malheureusement de 9 et 10 ans. Et ça permettait de voir que les produits, par exemple, Petit Jardin, avaient des effets beaucoup plus nocifs que les produits grande culture, ce qui ne tombait pas du tout sous le sens. Donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir faire le travail d'analyse des formulations commerciales. Pourquoi je vous parle de tout cela? Parce que actuellement, les recherches sur le glyphosate qui nous ont amenés à nous intéresser plus profondément au Roundup et donc à ses formulations commerciales nous permettent de voir que c'est un perturbateur endocrinien. Or, un perturbateur endocrinien, et là je vous fais ça vite, je m'excuse. Il faut voir que les polluants persistants qui ont des effets de perturbation endocrinienne, c'est au moins une quarantaine de pesticides. Ce sont au total plus de 800 produits qui ont des effets de perturbation endocrinienne.
C'est évidemment les dioxydes, les furanes, les BPC, etc. Et leur caractéristique, c'est d'être persistant, c'est d'être semi-volatile. Donc persistant, de rester dans l'environnement pendant parfois plusieurs décennies. D'être semi-volatile, donc de pénétrer dans l'atmosphère et de couvrir des territoires entiers. C'est pour ça que, par exemple, au Québec, on a découvert que les populations les plus hautement contaminées, alors même qu'on cherchait des populations témoins, c'est-à-dire en se disant, elles n'ont jamais utilisé ces types de produits, donc on va pouvoir les utiliser comme population témoin, ce sont les populations du nord du Québec et du Canada qui sont les plus hautement contaminées à cause du caractère semi-volatile de ces produits, du fait qu'ils s'accumulent sous l'effet du froid dans toute la chaîne alimentaire. Et plus on consomme de gras, plus on a des possibilités de consommer ces produits. Entre autres parce que ces produits sont peu solubles dans l'eau, mais très solubles dans les graisses et les huiles. Elles sont bioaccumulables, donc dans la chaîne alimentaire. Elles peuvent être absorbées 95% via la nourriture. Elles sont biomagnifiées. Leur concentration peut augmenter jusqu'à 70 000 fois au fur et à mesure qu'elles progressent dans la chaîne alimentaire. Et elles sont toxiques, même à de très très faibles concentrations. On a pu mettre en évidence que quelques parties par trillion peuvent avoir un impact sur le développement embryonnaire à certains stades de la grossesse. Je veux dire, c'est une révolution dans notre façon de voir les problèmes de santé. Pourtant, c'est absolument majeur, et particulièrement dans une société comme la société nord-américaine, où il y a un homme sur deux, une femme sur trois qui vont avoir un cancer au cours de sa vie. Ça ne veut pas dire qu'ils vont en décéder, mais on a une épidémie de cancer. Et on sait maintenant que les polluants persistants et les perturbateurs endocriniens ont des effets aussi sur l'épidémie d'obésité et sont de plus en plus associés également au diabète de type 2. Ces perturbateurs endocriniens, c'est pas vrai, ah, c'est, voilà. Non, mais c'est pas grave. Écoute, non, c'est parce que tout a sauté. Je comprends pas. Attends 2 secondes. C'est bon. Non. Écoutez, bon, tant pis. On finit. J'ai l'air complètement ridicule, mais je veux dire, c'est même pas. C'est comme si c'était pas le bon. Pas la bonne version. Actuellement, le fait de considérer que le Roundup, qui est l'élément le plus largement utilisé dans toutes les cultures OGM, est un perturbateur endocrinien, fait en sorte que, ne serait-ce que par souci pour la santé publique, on devrait être non seulement très vigilant, mais ce serait une excellente raison pour commencer à penser, d'une part, à encourager les autres types de cultures, notamment les cultures bio, qui ne requièrent pas ce pesticide, mais également pour exiger des études approfondies sur le Roundup et que les études portent désormais sur les formulations commerciales et qu'elles portent non plus strictement sur un principe actif qui de toute façon n'est même pas le bon. Hein? Il faut changer de paire de lunettes. Ça implique également qu'on commence à prendre conscience que dans une société où déjà 45% de nos budgets sont consacrés aux services de santé, en fait, ce sont plutôt aux soins et aux services sociaux, il faudrait commencer à s'occuper de santé véritable et comprendre que la santé des êtres humains est étroitement liée à la santé de l'environnement, ce que nous disait déjà Rachel Carson en 1962. Or, avec ce qui est en train de se passer comme concentration économique absolument hallucinante, avec les risques liés évidemment à l'emprise sur les possibilités même d'assurer la sécurité alimentaire de populations entières, les effets sur la déstructuration des sols, parce que c'est un des problèmes auxquels on est confronté. Je ne vous en ai pas parlé, mais le Roundup est aussi un chélateur, etc. Il faut sans doute commencer à penser que dans le cas du Québec, si on veut protéger la biodiversité, si on veut protéger la santé, si on veut protéger l'environnement, il faut faire des liens entre la santé
l'agriculture, parce que c'est un enjeu absolument majeur, et l'environnement, ça va de soi, parce que c'est essentiel actuellement de pouvoir sortir d'un schéma d'analyse selon lequel ces OGM vont permettre de nourrir le monde. On voit très bien que ce n'est pas l'enjeu, que ce n'est pas la réalité, et que pour l'instant, les choix qui ont été faits ne sont pas du tout ceux-là. Et c'est important de le faire parce que le prochain produit, ce sera évidemment la luzerne, donc c'est l'industrie laitière qui risque d'en pâtir, et avec la destruction de la Commission canadienne du blé, il y a des risques qu'on revienne à la charge du côté de Monsanto pour le blé transgénique. Donc, je pense que l'ensemble de ces raisons font en sorte qu'il y aurait évidemment un chantier à mettre en place, mais un chantier unifié entre des gens qui s'occupent de santé, d'environnement, de technosciences, de sciences citoyennes aussi, parce que c'est un enjeu démocratique absolument majeur. Et ben voilà, j'arrête ici. Merci. J'ai de la difficulté à t'interrompre, oui, c'est toujours tellement intéressant. Mais on a quand même un bon 14 minutes Madame de questions. Van, merci beaucoup. Y a-t-il moyen d'avoir le contenu de cette clé-là? Oui, je veux juste m'assurer que vous l'ayez complètement. Oui, pour la laisser, absolument. Puis par voie courriel, là, ou quelque chose. Oui, oui, je vais la laisser aux organisateurs. Oui, oui. Ouais. Non, Moi, ça, c'est un vrai problème. si vous permettez, il y a une question que je voudrais absolument qu'il se pose parce qu'il y a peut-être des éléments de réponse, mais c'est parce qu'on me l'a sous-entendu dans plusieurs interventions depuis ce matin et je l'ai très bien entendu dans la pause, oui. Louise, on est tombé dans une petite phase de découragement parce qu'il y a des demandes incessantes auprès des instances gouvernementales qui se font de façon très, très sérieuse et très, très régulière depuis de nombreuses années. Et on ne sait pas, on ne sent pas qu'il puisse y avoir actuellement un espoir de correction de cet énorme tromperie. Alors, la question pour 10 000 $. Quel est ton espoir ou ta stratégie que tu peux nous suggérer? On est tous prêts, là, tous prêts à agir. Allez, des suggestions, s'il vous plaît. Je vous dirais que ce qui est en train de se passer suite à l'étude qui a été publiée par l'équipe Seralini cet automne, dont on a malheureusement très très peu entendu parler au Québec parce qu'il y a eu un effet de blocage absolument inouï, mais moi qui vois toute cette littérature-là au quotidien, je peux vous dire que ça a eu des effets mondiaux. Je veux dire, à un moment donné, l'URSS a arrêté les importations de MK603. Il y a eu des effets aussi dans plusieurs pays européens. La Commission européenne est en train de remettre en question les modalités d'évaluation. 4 anciens ministres de l'Environnement sont intervenus en France pour dire qu'il faut revoir les processus d'homologation. Bref, je dirais que les plaques tectoniques de l'évaluation sont en train d'être remises en question. Et ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et ce qui est demandé, en fait, par l'équipe de Seralini, c'est, écoutez, vous remettez en question que ce soit une étude de 2 ans, mais vous devriez plutôt vous inquiéter du fait qu'on ait accepté des OGM à l'échelle du monde sur la base d'études de 3 mois, sur 30 ou 40 rats, alors que nous, on a fait 200 rats, qu'on a étudié 200 paramètres, alors qu'habituellement, c'est 40 ou 50 paramètres. Autrement dit, cette équipe-là a eu l'intelligence de dessiner une recherche qui est une recherche boomerang. Autrement dit, les critiques qui sont faites exigent de mettre en lumière le secret. Et une des choses qu'ils ont fait, et qui est tout à fait intéressante, et j'ai reçu un dernier courriel ce matin là-dessus, c'est d'avoir dit, nous, on est transparent, on est prêt à publier l'ensemble de nos données sur des supports qui vont permettre aux gens de travailler ces données-là, mais à la condition explicite que les données qui ont servi à l'homologation du MK603 en France soient rendues publiques. Alors, dans un premier temps, l'EFSA, qui est l'organisme européen, a rendu publiques les données, mais elle les a rendues publiques sur des supports qui n'étaient absolument pas, qui n'étaient pas possibles de traiter, qui étaient illisibles.
Et là, je sais que c'est toujours en débat, mais je sais que Monsanto voulait poursuivre l'EFSA pour secret industriel, etc. Bon. Alors, les enjeux de l'évaluation sont en train d'être mis en question. Ça, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Merci. Alors, on a l'espace pour les trois prochaines questions. Thomas Delagrange. Moi, j'avais une question. Je me demande, plus on regarde de loin les OGM, plus on se demande si c'est pas juste un problème politique. Et je me demande si c'est pas une commission charbonneuse sur les OGM. Très bien, très bon. Parce qu'en fait, toutes les décisions finales reviennent à la politique. Et c'est vraiment la collusion entre la science et les multinationales et les politiciens qui nous ont foutus dans cette merde. Vous savez, je ne serais pas aussi dure à l'égard des politiciens. Ça va vous paraître paradoxal, mais je dirais qu'un des problèmes auxquels on est confronté, c'est une difficulté collective à prendre la pleine mesure des changements technoscientifiques qui sont en train de se faire. Et les politiciens, très souvent, sont complètement subjugués par ce qu'on leur promet, ce qu'on leur dit. Et évidemment, les discours sont toujours absolument fascinants. Vous savez, dans le domaine des nanotechnologies, quand on dit dorénavant, on va pouvoir construire une table à partir de ces éléments, ça fait une figure merveilleuse, on se dit waouh, ça va être génial. La réalité est souvent très, très, très loin de ça. Et le problème auquel on est confronté, c'est que par exemple, dans un secteur comme celui des nanos, où il n'y a aucune déclaration obligatoire. La France vient d'en mettre une du côté de l'environnement il y a à peine un an, mais il n'y a aucun autre pays où il y a des déclarations obligatoires, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui est développé. Dans un cas comme celui-là, ce sont pourtant les subventions publiques qui permettent de faire évoluer le champ, et on a donné 2, 3, 4, je pense que là on est rendu à peu près à 6% de budget pour pouvoir analyser notamment certains des effets pervers au niveau de la santé ou au niveau de l'environnement, mais c'est rien par rapport aux développements qui sont en train de se faire, parce que la question est éminemment complexe. Donc on comprendra peut-être dans 50 ans, au moment où dans certains secteurs il risque d'y avoir une contamination importante. Donc l'idée d'une commission Vent-Lac-No, écoutez, je pense que tout ce qui peut permettre d'élargir le débat, d'élargir le débat, de faire en sorte qu'on comprenne les enjeux, tout ça c'est absolument essentiel. On a la chance au Québec d'avoir encore une biodiversité relativement bien protégée, du moins si on compare par rapport à la taille globale du Québec. Il serait absolument dommage qu'on continue avec des pratiques qui sont des pratiques de contamination. Et introduire par exemple la luzerne, ce sera discuté au gouvernement fédéral, c'est une bêtise. D'autant plus qu'actuellement aux États-Unis, il y a moins de 10% de la luzerne qui est traitée avec des herbicides. Donc, ce que ça signifie en clair, c'est qu'on crée le marché de la diffusion des herbicides. Même le BT, ici, le maïs BT, il y a eu beaucoup de débats sur le fait qu'il y avait à peu près 4% des champs qui nécessitaient des interventions par rapport à la pyrale du maïs. Or, on a 100%. D'autres collègues me soulignaient qu'on a des néonicotinoïdes de façon massive maintenant au Québec, ce qui a évidemment des impacts sur les abeilles. Pourquoi? Alors qu'on n'en a pas besoin, essentiellement parce que le marché est contrôlé à partir des États-Unis. Une fois encore, il y a besoin d'un véritable travail. Je pense qu'un BAP sur ces questions-là, un BAP générique, permettrait au moins d'amorcer un véritable travail rigoureux et sérieux. Et ça permettrait d'éviter que ces questions-là soient toujours traitées strictement dans un créneau, soit celui de l'agriculture ou celui des instances technoscientifiques, mais de réunir tous les acteurs. Merci Louise. Vous parlez de traitement de semences et des Néonicotinoïdes, j'ai appris à dire... On aura la chance d'en parler cet après-midi, soit dit en passant. On a un expert là-dedans. Ok, dans ce cas, on parle de C'est bien. Oui, monsieur Dussault. Dussault est là.
Moi, je prends des notes depuis tout à l'heure sur mon BlackBerry. J'ai une drôle d'affaire qui se passe. C'est quand j'écris Monsanto, ça me dit monstre. Ça me suggère monstre. Je trouve ça bizarre un peu. OK. Il y a tellement de choses, là, mais je vais revenir à mon point, là, parce que j'ai fait une recherche dernièrement sur tous les grands domaines, là, Cargill, Dupont, Bayer, General Food, John Deere, parce qu'on oublie John Deere aussi là-dedans. General Food. C'est épouvantable les ramifications dans les entreprises qu'ils ont. Allez sur toutes sortes de sites là, qui parlent qui vulgarisent la bourse. Ils ont quelque chose comme 800 milliards de dollars et plus d'investis dans toutes sortes de choses qui nous touchent de près ou de loin, dans toutes sortes d'entreprises. Et je n'en nommerai pas deux autres compagnies qui sont impliquées dans toutes ces compagnies-là, parce que là, c'est moi qui vais me faire taire éventuellement sur la palier parlementaire. On a deux grands tenanciers multinationales des médias qui ont des parts dans toutes ces entreprises-là. C'est-à-dire? Non, je ne peux pas les nommer, mais vous savez. Donc, l'information est contrôlée. Hein? Vous parlez des politiciens, vous avez été tendre à notre égard parce que vous devriez dire qu'on est des hosties de momone. C'est la politique qui est incompatible avec le mandat. Malheureusement. Mais où je voulais en venir, puis j'avais déjà discuté de ça avec des collègues provinciaux, on parle même plus de souveraineté alimentaire, on est en train de parler de sécurité alimentaire. Ce sont deux choses différentes. Deux choses différentes, mais les deux sont importantes. Les deux sont importantes. Auparavant, on disait que l'important, c'était la souveraineté alimentaire, parce que tout à l'heure, M. No, puis un autre intervenant disait la perte des semences. Écoutez, je veux dire, les cultivateurs, c'est quoi qu'ils faisaient avant? Mais il a planté les graines, Voyons, franchement, c'est quoi qu'on est en train de faire là? Ça n'a pas de bon sens, ce côté-là n'a pas de bon sens. Là, on parle maintenant de sécurité alimentaire. OK? Et j'ai posé la question encore tout à l'heure à M. Bégin aussi. La consommation de tout ça, là, ça va être quoi les effets? On a des études sur des échelles très petites. La consommation humaine, ça va être quoi les effets? Et dernière chose, là, je pourrais parler encore des heures là-dessus. Malheureusement, il ne nous reste que 6 minutes. OK. Mais aussi, l'effet qu'on a, les différents intervenants en agriculture ou en économie nous demandent tout le temps des études encore scientifiques. Quand est-ce qu'on va avoir une preuve et on attend-tu une catastrophe humaine ou à une échelle mondiale? Alors, écoutez, c'est entre autres pour répondre à ce type de questions-là qu'il y a eu cette étude de l'équipe de Seralini qui a exigé une levée de fonds de plus de 3,5 millions d'euros, ce qui est énorme pour une étude indépendante. C'est la première étude au monde qui porte sur la vie entière des rats, notamment parce qu'il y avait de sérieuses craintes par rapport aux effets à moyen et à long terme sur la santé. Si vous allez voir le Nouvel Observateur du mois de septembre, vous faites juste NK 603 ou juste Seralini Nouvel Observateur, ou que vous allez voir les articles scientifiques de l'équipe Seralini, notamment celui de septembre et la réponse qu'il a donnée au mois de janvier dans la même revue scientifique, vous allez pouvoir constater que, les photos qui ont été publicisées à la fois dans le film Tous comme aille, mais aussi dans le livre de Seralini, là il n'y a pas de photos, mais dans le film il y en a beaucoup, on voit des masses, des kystes gros comme des balles de ping-pong chez ces rats-là. Ce qui est un résultat auquel personne ne s'attendait. Donc, ça signifie qu'il faut absolument exiger des études à moyen et à long terme. Vous savez, on est très, très, très pressé de faire des mises en marché de façon à pouvoir récupérer rapidement les argents investis. Or, vous savez, introduire un OGM sur le marché, c'est 100 fois moins cher qu'introduire un pesticide et 1000 fois moins cher qu'introduire un médicament. Or, dans le cas d'un OGM, ça va toucher non seulement l'environnement, mais la santé animale et la santé de populations entières. Je ne dis pas ici qu'on va tous avoir des kystes gros comme ça, pas du tout. Sauf que dans un contexte où le dossier des perturbateurs endocriniens nous a permis de comprendre depuis 20 ans déjà comment il peut y avoir des effets cumulatifs à moyen et à long terme qui sont largement responsables
de l'épidémie de maladies chroniques que nous vivons, et une épidémie de maladies chroniques qui fait en sorte que nos investissements publics sont centrés d'abord et avant tout sur les soins et non pas sur la santé. Et là, il faut réussir à faire un virage pour s'occuper des véritables enjeux et avoir véritablement une politique éco-santé. Ça me semble essentiel. Réal Gauthier, la Fédération de producteurs de lait du Québec, je la représente. Moi, ma ferme, ça arrive nord de Montréal, grande culture biologique, production laitière. C'est juste pour dire qu'à la Fédération, les délégués l'année passée ils ont adopté une résolution contre la luzerne OGM, demandant au gouvernement canadien d'y aller avec beaucoup de discernance, plus sur le modèle européen, dans les pressions qu'on a demandées. Parce que de l'autre côté, on sait bien qu'on représente au point de vue national tout le reste du Canada. Aussi les PLC, présentement, on a une demande à l'Agence canadienne de retarder l'acceptation ou de la repousser. Alors là, on sait très bien, présentement, on n'a pas de nouvelles fraîches de ça, de où on est rendu le dossier, mais les producteurs laitiers du Canada au complet ont un certain malaise avec ça. C'est ce que je voulais juste dire par rapport à nos... Merci. Est-ce qu'il pourrait y avoir une demande large, incluant une partie de la population, d'un moratoire sur la luzerne transgénique? Parce qu'au fond, la question, c'est, à mon avis, on n'en a pas besoin. Tantôt, tu as abordé la question des producteurs agricoles. Là, je vais parler au nom de Réal Gauthier. Là. Le souci d'un agriculteur, c'est tout le temps de pouvoir nourrir sa famille, après ça la population. Puis, quand tu as un souci d'agriculteur, puis que tu mets en marché un produit qui n'est pas choisi des fois par la question de la beauté ou les critères qui sont amenés, là, les vieilles tomates de nos grands-mères qui faisaient une tranche, une sandwich, qui est toute bosselée, qu'on retrouve dans nos jardins, qu'on fait protéger, ça ne se vend pas à l'épicerie. Très difficile à rentrer, puis arrive avec ça chez IGA, ils ne rentrent même pas. Elle est verdâtre, elle est jaune, elle a toutes les couleurs, ça ne passe pas. Alors, il y a une obligation, au-delà du souci de dire ce que tu... Puis après ça, on disait, les politiciens, ce qui nous emmène comme vendeurs, ils nous disent, tu vas avoir la tomate parfaite, puis tout ça, ben, tu n'as pas le choix si tu veux rentrer dans le marché. Alors là, on est pris, l'agriculteur est toujours pris en fait, vas-tu le vendre? C'est quoi qui serait le mieux pour tout le monde? L'agriculteur, je crois qu'il est vraiment en action par rapport à ça, mais elle attend une pression du consommateur. Mais vous savez, c'est des gestes courageux, comme ceux de Shiv Chopra au gouvernement fédéral, de deux de ses collègues, qui ont fait en sorte qu'au Canada, on n'a pas de somatotropine bovine dans le lait, contrairement aux États-Unis. Mais ces gens-là ont passé 7 ans en procès, ont été congédiés de Santé Canada. Je pense qu'il faudrait avoir de la mémoire. Et il faut, au niveau de tous ceux et celles qui posent des gestes comme ceux que vous faites, que l'information soit très, très largement diffusée et reprise pour qu'il y ait davantage de solidarité. Vous savez, dans la population en général, on ignore ce dossier de la luzerne pour l'instant. Or, s'il y a un produit phare, c'est bien le lait. Et dans le cas du blé, je pense qu'il faudrait faire une campagne pour notre pain quotidien, pour éviter le blé transgénique. Je voudrais un petit mot pour souligner aussi que l'Union des producteurs agricoles, au mois de décembre cette année, ont passé une résolution unanime de toutes les fédérations contre la luzerne transgénique qui ont fait parvenir. Donc, ça a été initié par la Fédération des producteurs de lait, mais l'UPA a aussi passé cette résolution-là au mois de décembre. Carol Harris, citoyen. Par rapport à la luzerne OGM, du côté anglophone, il y a une journée d'action appelée pour le 9 avril par le Canadian Biotechnology Action Network,
Qui se passera où? Il va y avoir des événements locaux. Jusqu'à date, je pense que c'est surtout en Ontario. Je ne sais pas s'il y a un problème de communication. Il y a des projets à Montréal et à Québec. À Québec. OK, bon. Pour l'instant. Bon. Donc, c'est une façon de bâtir un appui de la part de la population. Ma question, en fait, j'ai un autre point aussi. Le gars en avant de moi, il parlait des grosses compagnies puis concentration. Puis je voudrais juste mentionner que ces grosses compagnies-là, entre autres General Foods, ont des ramifications dans la grande industrie agriculture bio aussi. Donc, il faut faire attention à nos normes, mais il faut les surveiller parce qu'il va y avoir des tentatives, comme il y a déjà eu, de réduire les normes, de les diluer. Donc, il faut faire attention à ça. Ma question, je ne sais pas à qui je devrais la poser, c'est un peu pointu. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe par rapport à la technologie Terminator dont on a entendu parler. Oui. À ma connaissance, à moins qu'il y ait d'autres gens dans la salle qui ont suivi ça, mais le terme Terminator a été inventé par les gens des DC Group et le terme lui-même a été suffisamment significatif pour qu'on stoppe cette logique du Terminator comme tel. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des intérêts à faire en sorte que certaines caractéristiques transgéniques ne soient pas contrôlées, mais de rendre stérile l'autre génération. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ça a été appliqué de façon massive. De toute façon, ils n'en ont pas vraiment besoin, puisque tout est sous brevet et que le brevet fait office de Terminator, en quelque sorte. OK, merci. Monsieur le Président de l'UPA Estrie. Bonjour, Monsieur Bourassa. Est-ce qu'il faut que je me présente? Mais je suis aussi producteur laitier à Séricole à Malcourt. Moi, c'est M. Rousseau qui m'a fait bondir. Moi, je dois être moins gentil pour les politiciens que vous avez été gentil tantôt. Parce que, tantôt, il y a quelqu'un qui a félicité M. No pour sa cohérence. Et c'est à tous les niveaux dans la société que la cohérence n'est pas là. Autant du consommateur qui achète à l'épicerie et qui signe des pétitions pour garder une rue principale ouverte dans son village, mais qui va tout faire ses achats dans la ville voisine, jusqu'aux politiciens. Et où il m'a fait bondir, c'est quand il donne l'exemple, puis qu'il ne veut pas nommer deux compagnies. Je regrette, mais vous allez pouvoir, même si vous les nommez, là, parce qu'ici, il y a 50% des gens qui les connaissent déjà, vous pouvez retourner sur la colline parlementaire sans aucun risque pour votre vie. C'est là que ça m'agace beaucoup. Et le problème des producteurs, c'est M. Gauthier m'a précédé, et c'est exactement ça, c'est qu'on exige la perfection, mais pour atteindre la perfection, il faut truquer un peu la nature parfois. Parce que dans la nature, la perfection, ça n'existe pas. Quand on voit sur un produit biologique et naturel, mais dans la nature, c'est la loi du plus fort, puis c'est pas toujours joli. Mais l'image qu'on veut bien se donner, c'est que quand c'est naturel, c'est toujours beau. Puis, le gros problème des producteurs, on a parlé, l'UPA, entre autres, on a siège sur la table environnement. On a fait beaucoup de pression, justement, pour que les semences traitées là, de maïs, qu'elles ne soient pas traitées, parce qu'ici, agronomiquement, on a un pays, c'est froid, les insectes ont bien de la misère à passer l'hiver, donc, effectivement, on n'en a pas besoin. On a fait une demande que les gens qui veulent que leurs semences soient traitées, qu'ils les commandent à l'avance, puis que l'ensemble des semences ne soient pas traitées. Ce qu'on a obtenu, c'est que maintenant, tu peux avoir de la semence non traitée, mais il faut que tu la commandes à l'avance. On travaille toujours à l'inverse, puis ça, c'est pas juste dans les semences, puis en agriculture. Essayez juste d'aller vous acheter un pick-up ou une auto où il n'y a pas 52 gadgets dedans. Ils vont faire le tour du Canada, ils n'en auront pas en inventaire, puis ils vont me dire, on va t'en commander une, mais ça va prendre 8 mois.
Mais le problème des producteurs, il se situe beaucoup à ce niveau-là aussi. L'hypocrisie des consommateurs, puis le marketing des compagnies qui vendent un produit qui est super full équipé alors que tu n'en as pas de besoin. J'ajouterais en terminant que pour une fois, vous pourriez utiliser l'exemple des OGM. Vous savez, au tout début, autour des années 99, quelque chose comme ça, on a introduit la tomate Flavor Saver, qui, 94, hein, c'était encore un peu plus tôt, et sa caractéristique, c'était d'être une tomate carrée. Parce que ça rentrait mieux dans les boîtes. Je trouve que c'est un contre-exemple qui peut être tout à fait intéressant pour montrer à quel point on est devenu fou. Ceci dit, on a eu de la chance, elle n'était pas bonne. Elle était pâteuse et donc les consommateurs l'ont rejetée. Et c'est d'ailleurs pour ça que toute une partie des OGM qui auraient pu être développés, hein, parce qu'au début des années 90, on a l'impression que tout allait être modifié. En fait, ils ont modifié ce qui est rentable, ce qui peut être contrôlé, ce qui peut permettre de multiplier les grandes monocultures intensives, ce qui peut leur permettre de contrôler les secteurs entiers et la base alimentaire mondiale. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Donc, moi, je pense que pendant des années, il y a eu des débats entre les consommateurs et les écologistes et les agriculteurs, disant les agriculteurs polluent, puis les agriculteurs nous disaient non, mais écoutez, on nourrit le monde, c'est quoi cette histoire-là, puis on est mal aimés. Je ne veux pas qu'on fasse une autre bataille avec les consommateurs, mais là, de la part des agriculteurs. Ce que vous dites, c'est tout à fait vrai, sauf qu'il y a des intermédiaires qui bloquent le marché. Et c'est absolument anormal qu'au Québec, puis ça a été encouragé par les pouvoirs publics, rappelons-nous, qu'il y ait quelques grands acheteurs, quelques grandes firmes qui concentrent tout, et qu'on n'ait pas eu l'intelligence de développer au plan régional, local, et de soutenir davantage ces perspectives-là. On a besoin d'un virage au Québec, et plutôt que de tabletter le dernier rapport sur l'agriculture, on devrait plutôt tabletter ces vieilles idées de concentration à tout crin, qui font en sorte que pour acheter une pomme de salade en Gaspésie l'été, ben, elle aura fait je ne sais combien de kilomètres avant de se retrouver au supermarché. Donc, il faut refaire des tables avec tous les acteurs autour de la table, mais un véritable rapport de force qui pourrait être commun entre des agriculteurs et des consommateurs. Je pense que c'est tout à fait possible, et le mouvement écologiste. Merci. Madame. Dominique Bernier des Alimentaires de Québec. Je voudrais savoir si vous avez plus d'informations concernant les insectes génétiquement modifiés qui sont introduits dans les cultures à titre de prédateurs d'autres insectes. Écoutez, c'est pas un dossier que j'ai bien suivi. À un moment donné, on a fait de la recherche surtout pour les insectes liés à la malaria, entre autres, et à des grands problèmes de santé. Ceci dit, compte tenu de l'absence de maîtrise qu'on a dans un domaine comme celui-là, compte tenu de l'extrême complexité, compte tenu de notre ignorance aussi, je dirais, de notre environnement en général, vous savez, il est pour le moins paradoxal qu'actuellement, y compris dans les universités et même dans les écoles secondaires, on initie les jeunes à transformer le vivant avant d'apprendre à le nommer. Il n'y a presque plus de cours de taxonomie, hein? Mais on fait déjà du génie génétique et parfois presque comme activité ludique. Je pense que c'est pas sérieux ce qu'on est en train de faire là. Et on est victime, je dirais, des représentations de la technoscience qui multiplient les promesses, mais sans que les bases scientifiques soient toujours très bien comprises avant. Et vous savez, dans la médecine chinoise, on estime qu'il faut au moins 40 ans avant d'introduire un nouveau point d'acupuncture. On devrait avoir ce genre de logique à moyen et à long terme. Si on veut avoir une société durable et viable, je pense que ça passe entre autres par un tout autre rapport
à la technoscience qui est actuellement utilisée comme carburant de la croissance et une croissance qui, disons-le clairement, n'est plus viable. Et j'étais en janvier à un grand congrès aux États-Unis sur désastres et catastrophes qui réunissait des grandes entreprises, évidemment c'était à Washington, donc bon nombre de politiciens et des ONG. Vous savez, une partie importante des fonds publics, c'est là qu'ils vont passer au cours des prochaines années. On a d'autres priorités que de créer de faux besoins et de continuer avec l'obsolescence planifiée, tel qu'on le fait. Merci beaucoup. Je me fais violence, monsieur, depuis tantôt. Je m'excuse, on est déjà 10 minutes en retard, mais je vais vous dire pourquoi. C'est que le lunch n'était pas arrivé. Et là, on vient me dire qu'il vient d'arriver. Je vais laisser la parole. D'abord, Louise. Merci beaucoup. J'espère que tu vas pouvoir rester cet après-midi avec nous. Magnifique, parce que je pense qu'au panel, on va approcher des solutions, on est ensemble. Vous êtes intéressant pas mal. C'était déjà intéressant. Je vais laisser la parole 5 minutes. Moi, je vais utiliser la petite galerie dès le départ. À Pierre Morancy, c'est pas que je le connais. Pierre, qui est comme président du CRED, du Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, va vous adresser un petit mot. Et après, je vous donne des consignes pour le repas. Vous allez voir, c'est super simple et bien organisé, comme le reste de la journée. Bonjour tout le monde. Moi, je suis extrêmement fier en même temps et reconnaissant finalement à tous les acteurs qui sont ici. On parlait d'André tantôt, qui est un pionnier, de tous ceux qui ont ramassé toutes ces informations-là. Moi, j'ai toujours dit que dans des dossiers comme ça, il faut établir une connaissance, une crédibilité. Puis ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'établir effectivement, de ramasser les informations ici, chez nous, la ramasser et on a un devoir maintenant de la diffuser. Avoir et diffuser l'information, c'est le point de départ d'une prise de contrôle et de pouvoir. Et on a un devoir maintenant, une responsabilité de retourner dans nos régions, de diffuser cette information-là. C'est ça le point de départ. Petite anecdote, je siège actuellement sur une multitude de comités sur la mise en place du plan d'action sur la gestion des matières organiques au Québec. On sait que 80% de notre matière organique actuellement s'en va au dépotoir, ou est détruite. Et le gouvernement du Québec a décidé de mettre en place une politique courageuse pour gérer et détourner la matière organique d'ici 2015, 60%, et 2020, interdiction d'enfouir la matière organique au Québec. Nos régions sont là-dedans, il y a des sommes astronomiques mis là-dedans. Donc, il y a une multitude de comités depuis le 7 juillet qui siègent. Je siège à peu près tous les comités, dont le comité Alzheimer. Et il y a une information que j'ai donnée tout à l'heure qui m'a surprise, c'est qu'il y a des gens qui sont chargés finalement des clubs d'agroalimentaire, agroenvironnement, qui sont chargés, par exemple, de donner des informations à nos agriculteurs sur leur plan de fertilisation, entre autres. Et dans les comités de travail, justement, il y avait des associations qui disaient, écoutez, là, nous, on a un problème, puis c'est pas de leur faute, c'est qu'il y a un manque flagrant d'informations au niveau de ces comités-là, par exemple, sur la biomasse, sur les composts. Et ils ont demandé, vous allez retrouver, d'ailleurs, je vais vous dire le secret, que d'ici à fin mai, dans le plan d'action du Québec, on recommande une formation supplémentaire aux gens, aux techniciens, pour donner de la formation sur l'utilisation de la biomasse pour la retourner à l'agriculture. Ça vous donne jusqu'à quel point, finalement, on était rendu et à quel virage on est appelé, alors qu'effectivement, on a un problème au niveau de l'appauvrissement des sols et même de désertification au Canada. Alors, je vais lire mon petit texte. Merci. À titre de président du Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, il me fait plaisir d'être présent aujourd'hui à ce premier forum citoyen sur les dérives des OGM agroalimentaires. Le CRES est associé aux Amis de la Terre de l'Estrie pour l'organisation de ce forum, car la question des OGM nous interpelle à plusieurs niveaux. Le CRES est devenu membre depuis peu de Vigilance OGM. Tout comme cet organisme, nous sommes d'avis qu'il est important, entre autres, d'informer et d'éduquer la population sur les enjeux et les risques associés aux biotechnologies, aux nanotechnologies
et aux manipulations génétiques des végétaux et des animaux, en particulier celles qui entrent dans la chaîne alimentaire et l'environnement. De promouvoir le principe de précaution, tant dans les approches législatives et réglementaires qui encadrent les pratiques agricoles et les technologies ainsi que la recherche scientifique indépendante. De défendre et promouvoir les intérêts des consommateurs et consommatrices dans leur droit à l'information et au choix, notamment par l'étiquetage obligatoire des OGM. On a une loi 101 où on oblige de bien s'afficher et c'est fondamental. Mais si on fait ça dans un pays où on veut absolument l'indépendance alimentaire, ben, je pense que ça va être important que l'étiquetage, qu'on sache exactement ce qu'on veut consommer. De défendre et promouvoir la protection de la biodiversité. Nous répondons à notre mandat d'information en collaborant sur ce forum. En effet, ce forum fait état de recherches scientifiques sérieuses, accumulées démontrant des risques et dérives des OGM à plusieurs niveaux, environnemental, socio-économique et de santé publique. Plusieurs faits nous questionnent dans ce dossier. C'est le cas plus particulièrement du niveau du contrôle et du suivi des OGM effectués par nos gouvernements, puisqu'il semble que ces derniers se basent uniquement sur des études produites par les producteurs d'OGM pour octroyer les accréditations aux organismes génétiquement modifiés. Si ces organismes sont sans danger, pourquoi ne laissons-nous pas des chercheurs indépendants valider les résultats des études produites par les entreprises productrices d'OGM? Par ailleurs, tout comme l'Association des biologistes du Québec, spécialistes en la matière, qui se sont prononcés dans un mémoire en 2002 sur les OGM, nous croyons que l'application du principe de précaution s'impose. Aucune nouvelle technologie doit être présumée sécuritaire en l'absence de fondements scientifiques sérieux permettant de conclure à sa probable innocuité. De là, nous espérons que ce forum conscientisera la population, les producteurs et les autres parties prenantes sur les risques que représentent ces organismes dans le contexte actuel des modes d'accréditation et de suivi gouvernementaux, et que ce dernier relancera le débat public sur la question, puisque des études sérieuses semblent démontrer qu'un manque de contrôle sur les OGM peut affecter ce qu'il y a de plus viscéral pour l'être humain, soit ce que nous mangeons et notre milieu de vie. Le citoyen a le droit d'être informé correctement et a droit au libre choix que permettrait la mise sur pied d'une réglementation visant l'étiquetage obligatoire des OGM et leurs dérivés agroalimentaires. Merci Pierre. Quelques consignes. D'abord, premièrement, vous sortez vos crayons, je vais vous donner l'adresse courriel du portail des Amis de la Terre de l'Estrie. C'est l'adresse du site. Le www.portail.atestrie.com et vous irez à l'onglet Lutte aux OGM pour avoir l'essentiel des références que les différents conférenciers et conférencières ont utilisées pour faire leur présentation. André vient de dire qu'il va de toute façon vous envoyer le courriel pour vous informer à quel moment ces informations-là sont déjà sur le site. Alors, vous avez l'adresse, ne l'utilisez pas immédiatement, sinon pour autre chose, mais pour trouver cette documentation-là, André va vous avertir en temps. Pour le lunch, regardez si c'est bien organisé. Vous restez à vos tables. C'est magnifique, hein? J'avais demandé à 8 personnes. On a besoin de 8 personnes, s'il vous plaît. 8 volontaires. En voilà une? Non, à part. Merci. Vous devinez, hein, c'est d'aller chercher le matériel. Alors, levez la main les 8 premiers chanceux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bravo! Félicitations, un bel applaudissement, s'il vous plaît. C'est eux qui vont vous apporter le nom. Je vous rappelle que, faites attention, s'il vous plaît, parce que c'est des conseils très précis. Je vous rappelle que la vaisselle est en compostable. Vous replacez à la fin de votre lunch le matériel dans un sac et les bacs de récupération passeront dans les allées. Autre information importante, la maison Camomille qui nous fournit ce magnifique lunch
vous informe pour ceux qui ont des allergies. Écoutez bien. Le traiteur a préparé quelques plats de dépannage qui sont sans oignons et sans gluten. Les gens qui sont allergiques aux oignons et au gluten, avec la bonne soupe au pois, une terrine au sarrasin et quelques pommes sans sucre ajouté. Ces plats, attention, sont accessibles dans la salle de presse à l'arrière. Donc, vous avez la porte centrale, il y a une autre petite porte, et ces plats-là sont là. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, André? Non. Je pense que vous le méritez. Oh, s'il vous plaît, les amis de la Terre, de la Nodière. Alors, Madame de Brandon aimerait vous voir près de l'écran, là-bas ici, pour prendre leur photo souvenir. Y a-t-il d'autres petites annonces familiales? Non? Allez, bon appétit, c'est bien mérité. Merci beaucoup. J'ai oublié un élément important pour les breuvages. Après que vous ayez commencé à manger, tranquillement, vous allez chercher vos jus, vos cafés, votre thé, progressivement à l'arrière. Merci beaucoup. Excellent. Après d'avoir mangé à moitié, je travaille sur le système de Thank you.
Merci.